Monsieur Salah Amouri, bonjour. Tout d'abord, merci d'accorder votre témoignage à l'agence Info Libre. Vous avez passé presque 7 ans en prison en Israël. Pourriez-vous tout d'abord revenir pour nous sur votre arrestation et sur les motifs qui l'ont motivé? Merci pour votre intervention. Moi, j'étais arrêté le 13 mars 2005 pendant que je sortais de chez moi. J'étais arrêté devant le checkpoint militaire à Calandia, là où j'étais avec mes potes. Les soldats ils sont sautés sur la voiture, ils m'ont pris de la voiture, ils m'ont arrêté en disant que j'étais recherché par l'armée israélienne. Le motif, le centre, si tu veux, de l'interrogatoire, c'était que moi, il m'accusait d'être membre du Front populaire de la libération de la Palestine et avoir l'intention d'assassiner le rabbin de l'extrême droite, Ovadia Hussein. Vous avez donc passé 2413 jours en prison. Pourriez-vous revenir pour nous sur le traitement que vous avez subi? Et de façon plus générale, qu'en est-il du traitement subi par les prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes? Moi, c'est vrai, j'ai passé 6 ans et 9 mois presque dans les prisons israéliennes. Et si on veut parler de mes conditions de détention que j'ai subi et que les prisonniers en général jusqu'à aujourd'hui subissent, moi je crois que les prisons israéliennes, ça fait un moyen de la destruction de la société palestinienne et de l'être humain palestinien, parce que c'est dans les prisons que tu subis vraiment la torture directe et la torture psychologique aussi des prisons israéliennes. Il y a plusieurs sujets qui sont importants de parler là-dessus. Il y a la question des enfants, des femmes, des prisonniers malades, la négligence médicale des prisonniers, récemment, et la torture aussi. Récemment, il y a 10 jours, il y a un prisonnier qui était mort dans la prison israélienne à cause de la torture dans les prisons. Il faut savoir aussi que les Israéliens, ils ont tourné leurs prisons pour un centre de recherche sur les corps des prisonniers. Par exemple, ils essayent des médicaments pour savoir s'ils sont efficaces pour telle maladie ou l'autre. Ça essaie sur le prisonnier. Par exemple, il y a des étudiants chirurgiens qui ne sont pas encore chirurgiens qui viennent faire des opérations sur les corps des prisonniers pour obtenir leur diplôme. Alors il y a vraiment des crimes contre l'humanité qui sont en train de se faire dans les prisons israéliennes. Pendant 7 ans, par exemple, les prisonniers ils étaient empêchés de recevoir des livres, de recevoir de continuer leurs études, de recevoir les journaux en arabe. Il y a aussi ce moyen pour viser l'esprit des prisonniers palestiniens. Alors il y a plusieurs moyens de torture qu'on ne peut pas tous les résumer dans un interview. Vous parlez de briser psychologiquement le Palestinien. Prenons votre cas par exemple. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant un de vos interrogatoires? Il semblerait que vous ayez été molesté, qu'on vous ait laissé longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? L'essai de briser le prisonnier psychologique, c'est pas que dans les interrogatoires, c'est pendant toute la détention. C'est vrai que c'est plus intensif pendant les interrogatoires parce que, par exemple, tu es isolé totalement de ta société, isolé totalement de tes parents, de ta famille, même de ton avocat. Tu peux passer 1 ou 2 mois sans avoir la visite de ton avocat. De se faire interroger pendant 22 heures attaché sur une chaise, isolé dans une chambre de 2 à 3 mètres avec les murs gris, avec un petit peu de lumière. Tout ça, c'est des moyens de te montrer que après 15 jours de fatigue, d'interrogatoire, ils te ramènent tes parents pour se faire interroger. Eux, ils ne savent pas que toi, que tu les vois devant toi. Ça, c'est ces moyens de la destruction de la psychologie d'un prisonnier. Et par exemple, parler aussi que tu passes devant les juges militaires, c'est un truc aussi qui est psychologique contre les prisonniers. Vous avez été libéré en décembre 2011, si je ne dis pas de bêtises, dans le cadre d'un échange entre prisonniers au profit d'un prisonnier franco-israélien, beaucoup plus connu en France, du nom de Gilad Shalit. Vous avez purgé presque votre peine, donc vous n'avez pas été libéré plus rapidement.
Clairement, qu'a fait l'État français, vous qui êtes franco-palestinien, pour votre libération? Oui. Alors il faut être clair sur ce point. Il y a deux éléments que grâce à eux que j'étais libéré. Il y a bien sûr l'échange lui-même, mais aussi à la solidarité des Français. Moi il me restait 3 mois pour la fin de la peine. C'est pas trop, je sais, j'ai fini presque ma peine, mais 3 mois aussi c'est trop. En même temps c'est trop. Il faut savoir qu'on a gagné 3 mois, c'est pas trop, mais c'est aussi une victoire pour le mouvement de la solidarité. Il faut savoir qu'il y avait l'élément aussi, il y avait le comité de soutien et la solidarité des gens qui ont obligé les Français à négocier officiellement que mon oncle soit dans la deuxième vague. Par exemple, et ce que je veux dire par rapport, moi, officiellement par la France, je n'étais pas traité comme un citoyen français. J'ai pas senti que j'étais traité dans un citoyen français. Et la preuve que l'ambassadeur de la France, il m'a rendu visite juste après la libération de Gilad Shalit. Avant, je voyais les consuls, mais l'ambassadeur, il m'a jamais rendu visite avant la libération de Shalit. Dans tous les déclats, par exemple, monsieur, à l'époque, c'était Sarkozy, il a toujours refusé de voir mes parents, alors qu'on a vu que la France elle était prête à aller à une crise diplomatique avec la Mexique pour une Française qui était pour une question de droit commun et pas une question politique. Alors moi, j'étais pas, mon dossier, il était pas traité, j'étais pas défendu comme un vrai Français par la France officielle, malgré que j'avais le soutien du peuple, des partis, des associations françaises ici en France. Pensez-vous avoir été alors abandonné? On voit que l'affaire Gilad Shalit était une affaire militaire, puisque c'est un soldat de Tsahal. Vous avez parlé de Florence Cassel, elle a été condamnée au Mexique pour enlèvement, séquestration et délinquance. Vous n'aviez pas été condamné au départ, c'est simplement parce que vous avez dû plaider coupable, sinon votre peine doublait. Aujourd'hui, comment vous avez vécu ça personnellement au fond de votre prison, à savoir que vous n'étiez pas considéré finalement comme un citoyen français? En tout cas, vous le considérez vous comme ça? Alors plaider coupable, c'est pas... je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est un arrangement qui se fait pour avoir... C'est parce que moi, c'était soit 7, soit 14. Alors, comment j'ai vécu ça et comment je vois ça aujourd'hui, je crois que quand je voyais le traitement de la France par rapport à l'autre dossier et mon dossier, malgré que j'ai toujours cru que la France c'est la liberté, l'égalité, mais moi je ne l'ai pas senti dans mon cas. Malgré que moi je ne ferais pas la comparaison entre mon dossier et le dossier de Gilad Shalit. Le Gilad Shalit c'est un soldat d'occupation qui était pris sur son char, qui bombardait les enfants de Gaza. Moi j'étais enlevé, moi je suis un civil qui était enlevé dans la rue de l'armée dans l'occupation. Comment j'ai vécu ça? Que la France, à l'époque, que le gouvernement de Sarkozy, ils n'étaient pas fidèles pour les idées de la France, et c'est ça qui nous ont fait mal, pas que à moi, mais au général des Palestiniens, parce qu'il n'y avait pas la France n'était, comme j'ai dit, elle n'a pas maintenu les slogans de la République. Moi, j'ai essayé, malgré que j'ai essayé de faire passer le message, au plus, quand je recevais les visites des députés, des sénateurs, des gens du comité de soutien, j'essayais de faire passer le message. Mais ce qui était important pour moi, que je savais que j'avais le soutien des gens et du peuple, que ça c'était aussi très très important. Cet été a eu lieu l'opération Bordure Protectrice sur Gaza. Quel est votre sentiment par rapport à tout cela maintenant que vous voyez ça et de l'intérieur mais aussi de l'extérieur? Tout d'abord, il faut dire un truc qui est très important, que la guerre qui a été menée contre Gaza, il faut dire clair qu'elle n'était pas menée contre le Hamas, comme il dit les médias ici en France et partout dans le monde. C'était une guerre contre le peuple palestinien. Et ce qui a résisté aussi, c'est pas que le Hamas, mais c'est tout le peuple qui a résisté, qui était derrière la résistance. Les prétextes israéliens, les faux prétextes, si tu veux utiliser, les missiles, les tunnels, l'enlèvement des 3 colons, c'est des faux prétextes, parce que dans la guerre, on a bien vu que cette guerre, qu'elle était bien préparée des années et des années avant pour
pour plusieurs sujets, pour casser l'unité nationale, pour briser la résistance à Gaza, pour régler les crises internes dans la coalition de Netanyahou. Mon sentiment, c'est j'étais fier de la détermination de la résistance à Gaza, mais j'étais aussi, comment je peux dire ça, la colère contre tout ce qu'on peut faire contre l'occupation, mais aussi c'était une tragédie aussi pour les gens, pour ce qu'on a vu, les photos, les images, ce qu'on a vu, c'était vraiment une destruction de tout ce qui est vivant à Gaza. Et on se demande, après la fin de la guerre, de tuer 600 enfants, est-ce que ça garantit la sécurité d'Israël, de tuer les femmes, les handicapés, les gens, d'améliorer plus de 30 000 bâtiments à Gaza? Est-ce que ça va garantir la sécurité d'Israël? Et on sait bien que c'est pas ça qui va garantir la guerre. Elle ne va pas garantir la sécurité d'Israël, parce qu'il y avait la résistance qui a tenu jusqu'à le 50e jour en face de la 3e ou 4e force mondiale. Une question personnelle. Comment vit-on après avoir vécu cela? Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des prisonniers politiques? Je sais que vous militez au sein d'une association de soutien aux prisonniers politiques et à leurs familles. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, moi je fais participer d'une association qui s'appelle Ad-Damir à Ramallah, qui fait partie de la lutte pour les droits et la liberté des prisonniers. Mais aussi je travaille avec des groupes de solidarité en France pour la solidarité internationale, pour la question politique et la question des prisonniers, bien sûr. Aujourd'hui, comment je vis, j'essaie de faire au mieux. J'ai repris mes études. J'ai construit ma vie familiale, je continue la lutte. Je crois que c'est le plus important de faire comprendre à l'occupation israélienne que les 7 ans de prison n'ont pas brisé, que les 7 ans de prison, j'ai fait au mieux de gagner de temps pour améliorer tout ce que je peux de ma connaissance politique, et qu'on n'a pas gaspillé le temps comme ça dans les prisons. Et aussi le plus important pour moi, de dire à mes camarades, mes frères, que moi j'ai pas oublié les 7 ans que j'ai vécu avec eux, et là que je suis en France et partout, j'essaie de faire passer leur message qu'ils m'ont dit, parce qu'il y a une histoire qui est très importante à dire, qu'une fois que je voulais sortir de prison, il y a un prisonnier, un pote à moi, et qui m'a dit: Salam, franchement, je veux te dire un truc, franchement pour nous, c'est un intérêt pour nous que tu sois en prison. Parce que si tu sors, qui va parler de nous? Et moi, je suis là pour parler de eux et de moi. Parce que moi, je suis partie de leur lutte aussi. Alors je continue la lutte pour leur libération, pour médiatiser au plus possible leur souffrance et de travailler pour obtenir leur libération au plus vite. Dernière question. Vous appelez souvent au boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne donc BDS. Je sais que vous êtes même un fervent partisan de ce moyen-là de pression sur l'État israélien. Pouvez-vous, pour nos spectateurs, en dire plus sur cette action et sur leur manière à eux de militer? Bien sûr, il y a plusieurs actions pour la lutte ici en France et partout. Le BDS il fait partie de cette moyen de lutte. Ce moyen qui est très important, pas seulement pour toucher Israël économiquement, mais l'action elle est hautement politique. Ça fait partie de l'isolement. Comment on veut isoler Israël politiquement? Ça, c'est un des moyens qui est très 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 important. La question économique est un parti, mais il faut savoir qu'aussi il y a le boycott culturel, il y a le boycott économique, il y a le boycott politique, il y a tous les moyens. Le boycott culturel, il y a plein de moyens de boycott. C'est un moyen qui est utilisé, par exemple, en Afrique du Sud, qui était aussi efficace. Alors il faut continuer, il faut l'améliorer, il faut savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser, pour aussi continuer et développer ce moyen pour surtout isoler
Israël, surtout politiquement, il faut travailler sur deux niveaux. Un niveau populaire, mais aussi un niveau politique sur ça. Il faut que les politiciens aussi mettent la pression sur les politiciens pour qu'ils prennent position par rapport à cette action de BDS pour augmenter l'action jusqu'à qu'on arrive à isoler l'état de l'occupation. Monsieur Amoury, merci. Merci.